Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de K. Aujourd'hui, on continue de faire la pop économie, il n'y a qu'une figure du rap français, Eli Yaffa, plus connu sous le nom de Booba. Mais pourquoi parler de Booba dans une émission d'économie? Parce que les débats sur sa mouvance poétique présupposée se multiplient. On a en effet pu voir le Black Bloc aborder des banderoles y faisant référence, alors que d'autre part, le reportage d'Usul sur le rap le décrit comme un symbole du capitalisme. Face à cette curieuse dualité, et suite aux réactions sur Twitter, j'ai voulu creuser. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que les Arocs le présentaient comme un anarcho-capitaliste. Nous voilà donc dans de beaux draps. Essayons d'y voir plus clair. Est-ce que Booba est anarcho-capitaliste ou simplement ultralibéral? Est-il de gauche? Est-il de droite? Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'anarcho-capitalisme? Le mot a plusieurs racines. Capitalisme. An, c'est le préfixe privatif. Privatif de quoi? D'arché, le pouvoir. Une société anarchiste est donc privée de pouvoir incarné. Et oui, doctrine mal comprise, l'anarchisme n'est pas une volonté de chaos, bien au contraire. Comme le dira Proudhon dans ses Confessions d'un révolutionnaire, l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Concrètement, il s'agit donc d'une société sans chef. L'anarchie, par exemple, décrite par Karl Wenceslaus Rodecker von Rotteck comme une forme spécifique de rapport entre les hommes qui ont conclu un pacte civique d'association, mais sans aucune clause d'asservissement. De ce fait, ils bénéficient de la pleine liberté et de la reconnaissance mutuelle, sans aucune violence sociale, mais uniquement par la force de la décision unanime devenue égale. Voilà, si cette question vous intéresse, il y a plein d'autres penseurs et penseuses qui ont théorisé l'anarchisme, notamment Bakounine, Stirner, Louise Michel, Kropotkin par exemple. Mais si ces penseurs pensaient à un anarchisme avec une dimension sociale tournée vers des valeurs d'entraide et de partage, d'autres ont gardé simplement la volonté d'abolir un État tout en gardant un amour pour le capitalisme. Et ainsi, au XXe siècle, on a pu voir Léon Bloy, Léotard ou encore Céline être classés comme des anarchistes de droite. Puisque les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. pourquoi devraient-ils le subir? Ceux-ci détestent en effet la bien-pensance comme le conformisme, la démocratie comme les élites qui les représentent mal. Et à force de détester tout le monde sauf ses amis, on finit par vouloir vivre dans la forêt comme taureau. Mais pour certains, la réflexion va encore plus loin. C'est le cas des anarcho-capitalistes, parfois assimilés aux libertariens. Ceux-ci souhaitent en effet une abolition de l'État afin de pouvoir accéder à une pleine liberté économique individuelle que permettrait le capitalisme. On peut alors se demander qu'est-ce que le capitalisme et reprendre la définition de Schumpeter. Pour cet économiste, le capitalisme se définit par l'appropriation privée des moyens de production, la coordination des décisions par les échanges, c'est-à-dire par le marché, et enfin par l'accumulation des capitaux grâce à la création de crédits, c'est-à-dire un peu grâce aux banques. Assez ironiquement, on comprend dès lors que ce terme ait d'abord été imaginé et utilisé péjorativement par des anarchistes. On a donc, dès le 19e siècle, des penseurs comme De Molinari qui affirment que le système capitaliste se suffit en lui-même et que dès lors, rien ne sert d'avoir un État. Il s'agit alors de tout privatiser et de laisser chacun se débrouiller. On a aussi des approches moins économiques et plus juridiques comme celle de Spooner, pour qui la Constitution n'est pas un vrai contrat social puisqu'elle ne recueille pas le plein consentement de tous comme doit le faire un contrat. De plus, cet acte a servi aussi les générations futures. À cela s'ajoute le fait que l'État est irresponsable de certains de ses actes et que l'on a parfois du mal à l'identifier. On a également des penseurs comme Robert Nozick ou David Friedman qui poussent la logique jusqu'au bout et qui voient l'impôt comme du vol. Ils ne sont pas plus consentants à payer leurs impôts qu'à se faire dépouiller par des bandits de grand chemin par exemple. Mais alors, que propose tout ce joli monde? Tout simplement que l'État soit remplacé par le marché. Un problème dans l'exécution d'un contrat? Appelez un juge arbitre privé. Votre débiteur refuse d'exécuter sa sentence? Constituez-vous une milice. S'il se venge, l'hôpital sera vos frais. Mais rassurez-vous, vous ne payez pas d'impôts. Je n'entre pas plus dans les détails, mais globalement, toute la volonté de solidarité des premiers anarchistes disparaît, puisque la propriété privée subsiste et prime. Si ça vous intéresse, sachez que le fondateur de PayPal débourse des millions de dollars dans un projet de bateau-île sans loi. Mais alors, Booba dans tout ça. On y vient. C'est vrai que pour moi, sa haine de Nicolas Sarkozy et plus généralement des hommes et femmes politiques, sa critique du milieu carcéral La tôle c'est la pression, pour l'instant de révolution. Donc nique sa mère la réinsertion. et des conditions ouvrières Donc crever que t'as fait l'usine. m'avait persuadé que Booba était simplement dégoûté de la politique. J'avais interprété ça comme une orientation vers la gauche libérale, puisqu'en parallèle Booba était favorable à une égalité des chances. Moi je veux devenir ce que j'aurais dû être. La doctrine de Booba aurait donc été de limiter autant que se peut l'influence du politique, sauf en matière sociale. Et pourtant, c'est vrai que ces punchlines sont datés. B2O écrivait cela alors qu'il n'était même pas encore à Miami. Si le personnage de Booba a toujours Pour habitude le non-respect des lois. il ne dispose pas pour autant de velléité solidaire spéciale.
lorsqu'il dit Dans la rue, je paye pas d'impôts, je suis monégasque. il ne peut ignorer que ceux-ci ont aussi une fonction redistributive. Ou alors, nous avons affaire à un véritable Henri David Thoreau du XXIe siècle qui refuserait de payer ses impôts puisque ceux-ci serviraient des actions contraires à ses valeurs. Booba, un anarcho-capitaliste alors? Pas sûr pour autant. Celui-ci remet en cause la gestion de l'État, mais jamais sa structure en tant que telle. Et pour cause, l'État est quand même bien utile à la régulation des marchés et paye indirectement le duc grâce à la SACEM. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique perçoit et redistribue en effet les droits musicaux. De plus, rappelons aussi qu'avoir des structures étatiques apporte une stabilité qui aide au libre-échange. Booba, en effet, au masculin ne peut se passer de biens apportés. Plus un objet est élaboré, plus sa fabrication nécessite un recours au marché international. On peut alors penser à l'explication de Milton Friedman. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. Or, difficile de commercer avec une micro-société qui n'inspire pas confiance. Qui aurait envie d'échanger avec une structure dépourvue de pouvoir de contrainte et disposant de sa propre monnaie privée dont on ignore complètement le cours? À mon sens, Booba est surtout un ultra-libéral, certainement de droite si on considère son absence d'action ou même de pensée envers les plus démunis. Mais c'est plus généralement une absence de pensée sur la politique qui le caractérise. Il reste très méfiant à l'égard de l'homme et des systèmes politiques et ne semble donc pas vouloir y prendre parti. Comme si finalement, peu importe la décision, celle-ci serait néfaste à certains puisque votée par des hommes mauvais. Dès lors, il ne reste plus à Eli Yaffa que le commerce et le marché pour se réconforter et apprécier la vie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Cette fois, j'ai voulu tester quelque chose de plus historique, de plus doctrinal, et avec une approche plus large. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, voire à élever le débat en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.